est-ce qu'il existerait un modèle africain? Est-ce qu'on peut parler des villes africaines comme on parle des villes américaines, où chacun a en tête, sans le définir clairement, mais on comprend de quoi on parle, comme on parle des villes européennes, est-ce que les villes africaines existent? Il y a bien sûr un modèle de développement très clair pour les villes africaines. Au fait, si je me permets, je veux vous référer à notre publication récente, donc un travail de recherche qu'on a fait avec les universités de Oxford et de LSI sur le plan de 2 ans. Donc la publication s'appelle Ouvrir les villes africaines au monde. Et cette publication donc a étudié les caractéristiques du développement spatial de 64 villes africaines à base d'images satellites, à base d'autres informations, et a commencé à analyser quelles sont les caractéristiques qui définissent les villes africaines. Donc, déjà, on a parlé que les villes africaines s'urbanisent à un taux de PIB par habitant qui est nettement inférieur aux autres régions qui ont atteint ce seuil-là. Et donc, ceci dit deux choses, manque d'investissement public, défi de capacité, mais aussi ça veut dire que les villes africaines n'auront pas vraiment beaucoup de chance il faudra trouver le meilleur moyen de planifier, d'implanter ces infrastructures, de mettre en place la connectivité. Il n'y a pas de marge d'erreur, disons. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, nos études, on a analysé le coût, les coûts de vie dans les villes africaines. Et les villes africaines sont en moyenne 35% plus chères que les autres villes en voie de développement. Donc, en matière d'accès à la nourriture, en matière d'accès au logement, etc. Au fait, le logement en particulier, le coût dans les villes africaines en moyenne est 55% plus élevé que les autres pays en voie de développement, reflétant principalement les dysfonctions du marché foncier et du marché du logement. Les villes africaines, la plupart des villes africaines ont une sorte d'effet de compensation où l'accès au logement formel à des prix abordables, si ce genre de produit est disponible au marché, sera accessible à des distances très importantes du centre de la ville, des emplois, et donc ce sera un écart économique principal puisque les citoyens devront se déplacer de 2-3 heures par jour pour pouvoir atteindre l'emploi, alors que leurs autres options pour pouvoir habiter près de l'emploi sera d'occuper les zones non edificandi, les zones de risque, etc. Donc c'est comme s'il y avait un trade-off entre la livabilité, la livability des villes et l'opportunité économique, principalement. On a étudié, on a fait l'analyse du développement spatial et il y a un taux de fragmentation donc, qui reflète un étalement urbain très important dans les villes africaines qui a au moins un 20% de plus de taux de fragmentation que dans les autres villes en voie de développement qu'on a étudiées. Donc, c'est des villes qui souffrent du dysfonctionnement du marché foncier et une prévalence donc, du logement informel, de l'emploi informel, une fragmentation et un coût élevé. Juste pour te donner un exemple, donc on a fait une analyse donc de la mobilité dans la ville de Nairobi. 72% de la population de Nairobi se déplace pour aller donc de la maison au travail, soit à pied, 48%, soit utilisant le matatu, 24%. Les 48% qui se déplacent à pied ont accès en moyenne à 8% des activités économiques de la ville dans un délai d'1 heure, parce qu'on marche à 4-5 km
à l'heure. Et donc, si on établit ce rayon et on mesure le volume des activités économiques ou des emplois accessibles, ça fait 8%. Ceux qui se déplacent avec le matatu à cause des problèmes de trafic, de congestion, etc., avec des vitesses moyennes de 11 km par heure, ont accès à 14% des emplois dans la ville en 1 heure de déplacement. Et donc, ceci démontre qu'avec la planification actuelle, avec les dysfonctions en matière de mode d'usage du sol, en matière de manque d'intégration entre le transport et les modes d'usage de sol, manque d'investissement en transport public, ont un impact économique direct sur la population des villes africaines. Et donc, il y a des caractéristiques qui définissent les villes africaines, il y a un potentiel de croissance très important et il y a suffisamment de nouvelles démarches, de projets pilotes, d'initiatives qui peuvent inspirer, comme l'enregistrement foncier à Kigali, comme la politique de décentralisation au Kenya, comme la gestion professionnalisée de la ville de Kampala, ainsi que d'autres villes qui peuvent inspirer et montrer que ces défis-là peuvent être résolus. Mais bien sûr, il y a une importance d'entamer ce genre de défi dans les 10-15 années à venir, parce que après ça, le continent sera déjà à 55% et plus de taux d'urbanisation, et les villes qui vont se créer sur les 2 prochaines décennies, ou l'urbanisation qui va se créer dans les 2 prochaines décennies, sera donc très difficile à disons, corriger si elle n'est pas faite correctement. Donc, on parle régulièrement, pour les villes africaines, on entend le mot potentiel. Mais ce potentiel est jamais défini. Alors, est-ce que, premièrement, il y a un potentiel dans les villes africaines? Et quel serait ce potentiel, si on devait le définir? Est-ce que c'est un potentiel économique? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la définition qu'on peut donner au mot potentiel? Parfait. Donc, Jérôme, dans les villes africaines, donc, le potentiel en matière de développement économique et la contribution du processus de l'urbanisation à la transformation structurelle de l'économie en matière donc de création d'emplois dans les secteurs de l'industrie, dans les secteurs des services et dans les secteurs ce qu'on appelle les tradable sectors, donc les secteurs exportables, est un potentiel très important qui est associé avec la réduction de la pauvreté, la croissance économique et la diminution donc de l'inégalité qui existe dans les villes. Dans la ville africaine, en général, en moyenne, aujourd'hui, les villes africaines où le continent est en train d'atteindre un seuil de 40% d'urbanisation, mais dans des conditions très différentes des autres régions qui ont atteint ce seuil-là. Donc, l'Afrique est en train d'atteindre ce seuil d'urbanisation à 40% à un niveau de PIB par personne normalisé avec des dollars de 2005 à un peu aux alentours de $1,000 par habitant. Donc ça, c'est le taux du PIB par habitant où l'Afrique atteint le seuil d'urbanisation de 40%. Compare ça avec la région de l'Amérique latine qui a atteint ce même seuil-là de 40% dans la décade des 1950 à un PIB par personne de $1,860 normalisé dans les dollars de 2005. Le Moyen-Orient a atteint le même seuil en 1968 avec $1,800 par personne et l'Asie de l'Est et Pacifique a atteint ce même seuil en 1994 avec $3,600 par habitant. Ceci veut dire que, d'un côté, c'est l'investissement public ou le volume d'investissement public qui est en train de
de se manifester dans les villes africaines à ce taux d'urbanisation qui est très critique et beaucoup plus inférieur aux autres régions qui ont atteint ce seuil. Et en plus, pour comparer, il y a aussi une différence en matière de la capacité donc, de gestion au plan sous-national pour accompagner ce processus d'urbanisation qui est très rapide, parce que l'Afrique est un continent qui s'urbanise en moyenne au taux de 4,5%, qui est un des taux les plus élevés et il sera un des continents les plus urbanisés au monde d'ici 20 ans. Donc, ceci indique un potentiel qui est le potentiel d'investissement dans les villes, de renforcement des capacités pour accompagner ces villes africaines à achever leur potentiel. Maintenant, tu as demandé quel potentiel. Donc, le continent africain, donc la croissance économique qui s'est déroulée pendant les 15-20 dernières années, et surtout cette dernière décade, a été basée sur le prix donc des ressources, des commodities, que ce soit donc le pétrole ou les autres commodities agricoles, etc., qui ont eu un impact très important donc sur la croissance économique. Mais avec la chute des prix donc du pétrole et la chute des prix des commodities en général, donc l'Afrique se retrouve dans une situation où sa croissance économique est en train de décélérer. Et les deux secteurs principaux qui peuvent vraiment soulever donc, et renforcer l'opération du moteur économique sont les villes, donc la transformation économique qui est accompagnée au processus d'urbanisation en matière de création d'emplois dans les secteurs industrie, services, ainsi que les secteurs exportables. Et en même temps, de l'autre côté, c'est l'agriculture, donc, et le renforcement qui est aussi un secteur très important en matière d'emploi de personnes et en matière de potentiel d'exportation. Maintenant, l'emploi de forme principale dans la ville africaine, la concentration de l'emploi, c'est une concentration d'emplois informels qui sont des secteurs non échangeables et bien sûr qui ne contribuent pas à la création donc, de croissance économique. Donc d'ainsi qu'une intervention donc, compréhensive pour accompagner le développement de la ville africaine, créer les infrastructures nécessaires, l'accès aux fonciers, les systèmes de mobilité urbaine, mais aussi mettre en place les politiques et le renforcement des capacités de gestion, de planification, de gestion, de prioritisation, de budgétisation et d'exécution donc de services, de développement économique local afin d'attirer les investisseurs et de créer des emplois, sont toutes des actions qui sont très nécessaires et qui auront donc une contribution très directe en matière de renforcer ce potentiel de croissance économique, de création d'emplois et de permettre à la ville africaine donc de contribuer à l'atténuation donc de la pauvreté et des inégalités. Et on sait bien sûr qu'il y a un lien direct, donc il y a une corrélation entre l'urbanisation, le taux d'urbanisation et le taux donc de réduction de la pauvreté. On sait que les villes, toutes les villes ou les pays de revenus moyens ont pu achever, donc ont pu augmenter d'une situation de revenu bas à un revenu moyen en s'urbanisant, et on sait que les pays qui ont évolué de revenus moyens à revenus élevés l'ont fait avec des villes, des villes qui sont économiquement très actives. On connaît aussi par le biais d'études, par exemple, comme la grande étude qui a été faite sur la pauvreté en milieu rural en Inde, on sait qu'il y a une relation de causalité entre l'investissement en milieu urbain et la réduction de la pauvreté en milieu rural à cause du renforcement de l'accès donc au marché dans les villes
et de l'accès aux services, mais aussi de l'accès au marché et au potentiel donc d'exportation, etc. Donc, non seulement les villes, le développement des villes contribue à la réduction de la pauvreté en milieu urbain à cause de l'accès aux services, de l'accès aux emplois, mais aussi de la réduction de pauvreté en milieu rural. Je crois que le contexte dans lequel on vit en ce moment avec la chute des prix des commodities a créé cette situation de crise qui donc renforce le potentiel des villes en matière de développement économique. Donc peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu vois, le développement des villes, c'était une question du développement de certains quartiers formels, le développement de monuments, le développement d'une ville ou d'un sein de ville pour une certaine population, sans intérêt principal au développement économique de la ville. Je crois que la situation économique où on se trouve dans le continent renforce donc l'importance de l'action dans les villes. Est-ce que tu as un exemple de qu'est-ce que les villes africaines peuvent apprendre à nos villes, nous ici, Suisse, ou qu'est-ce que les villes africaines peuvent apprendre à Washington, D.C.? Il y a beaucoup que les villes africaines peuvent apprendre aux villes du Nord. Entre autres, c'est l'utilisation des technologies peu coûteuses comme les drones, comme les images satellites, etc., pour pouvoir mettre en place des systèmes de gestion efficaces à un coût visiblement réduit. Par exemple, comment mettre en place une base de données, un cadastre de propriétés simplifié serait un très bon moyen, donc, où par exemple des villes avec lesquelles on travaille, comme les villes en Tanzanie, où on a mis en place ce genre de système qui est très peu coûteux, qui est très facile à mettre à jour et qui donc appuie le processus de la planification. Il y a d'autres, par exemple, systèmes en matière de mobilisation des populations, donc que ce soit donc de créer un processus participatif pour la planification, pour la mise en place de l'urbanisation, que ce soit à travers la participation des populations, que ce soit à travers, par exemple, des projets comme les trams assainis ou les sites and services, si tu veux, qui mobilisent donc un investissement privé très important avec des interventions publiques comme la disponibilisation du foncier et la mise en place d'un système donc de gestion de droits de propriété. Donc il y a beaucoup que les villes africaines, à cause du manque, disons, de systèmes formels de gestion qui ont été mis en place à travers des systèmes informels ou des systèmes innovateurs qui ont ramené donc une technologie appropriée pour résoudre un problème de ville. De même avec la ville de Kigali, donc les fondations de la ville de Kigali, donc déjà que le Rwanda comme pays, comme c'est un pays qui a une superficie qui est très limitée, qui a une densité en matière de population dans le cadre du pays qui est vraiment très élevé. Et donc, c'est un peu les modèles que vous voyez tu vois, comme dans un pays ou un pays-ville comme Singapour, etc., où, à cause de la densité, la gestion efficace et efficiente du foncier est essentielle pour contribuer au développement économique. Et donc, la base sur laquelle s'est fondé le développement de Kigali, c'était l'apuration des droits de la propriété, l'enregistrement en masse des droits de propriété et du foncier pour permettre l'opération donc d'une économie efficiente à base d'un accès transparent au foncier et de minimisation donc des conflits sur la propriété. Et donc, c'est ça la fondation sur laquelle se crée donc le développement de Kigali. Mais alors justement, on est sur Kigali, reprenons Kigali. À la fois, on vante les mérites du modèle Kigali. Je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Il y a une manière de gérer qui n'est pas la même à Kigali, où vous avez cité Kampala également, et qui nous donne une impression d'un pouvoir extrêmement fort et centralisé,
Et d'un autre côté, on veut que les villes, justement, prennent leur autonomie. Et donc, ça présuppose un pouvoir décentralisé. Alors, comment on gère cette centralisation du pouvoir, décentralisation, et quel est le modèle finalement qui donne les meilleurs résultats? Parce que, à en croire aujourd'hui, le modèle en vogue, celui de Kigali, bah, c'est quand même une gestion centralisée d'un pouvoir qui permet de mettre en place toutes les choses qui fonctionnent. Exactement. Je crois qu'on a besoin d'un équilibre entre la centralisation et la décentralisation. Et cet équilibre provient qu'il y a des bases qui devront être mises en matière de cadre réglementaire, en matière de politique, en matière de certaines interventions, comme par exemple l'apuration des marchés fonciers, la mise en place de systèmes d'enregistrement foncier. Ce sont des compétences qui dépassent les villes. Donc, une ville peut décider de mettre en place un système donc d'actualisation de son cadastre, mais s'il n'y a pas des lois au plan national qui gouvernent l'enregistrement foncier, la protection du droit de la propriété, par exemple, le système de taxation, comment ce système va opérer, donc le système ne pourra pas être constitué. De même, lorsque vous abordez la question de la compétitivité des villes africaines et vous regardez les différentes compétences avec lesquelles les villes peuvent opérer pour attirer les investisseurs. Donc, une de nos études qui s'appelle le Competitive Cities Knowledge Base a donc déterminé qu'il y a 4 secteurs de compétences principales où il faudra une intervention pour renforcer la compétitivité des villes. Les politiques et les institutions, l'accès aux fonciers et aux infrastructures, le capital humain, donc le développement des compétences des employés, la formation professionnelle, etc. Et enfin, l'univers de l'innovation et l'univers du financement disponible donc aux entreprises. Toutes ces compétences-là ne sont pas du domaine principal des maires. Donc, un maire peut intervenir en matière de faciliter l'accès aux fonciers, aux infrastructures, mais il y a très peu qu'un maire peut faire en matière de mettre en place les politiques du développement du capital humain. Ça, c'est au plan national. Il y a peu que le maire peut mettre en matière de cadre réglementaire sur la taxation ou la réglementation de l'emploi, par exemple. Donc, il faudra opérer sur plusieurs niveaux. De même avec la ville de Kigali, donc les fondations de la ville de Kigali, donc déjà que le Rwanda comme pays, comme c'est un pays qui a une superficie qui est très limitée, qui a une densité en matière de population dans le cadre du pays qui est vraiment très élevée. Et donc, c'est un peu les modèles que vous voyez dans comme dans un pays ou un pays-ville comme Singapour, etc., où à cause de la densité, la gestion efficace et efficiente du foncier est essentielle pour contribuer au développement économique. Et donc, la base sur laquelle s'est fondé le développement de Kigali, c'était l'apuration des droits de la propriété, l'enregistrement en masse des droits de propriété et du foncier pour permettre l'opération donc d'une économie efficiente à base d'un accès transparent au foncier et de minimisation donc des conflits sur la propriété. Et donc, c'est ça la fondation sur laquelle se crée donc le développement de Kigali. Après ça, en matière de renforcement des capacités, de la décentralisation des recettes, des compétences et des recettes en même temps. Ça, c'est un processus graduel. Le Kenya a pris une politique de choc, donc on faisait une décentralisation en 2012 ou 2013, qui est accompagnée maintenant avec de très grands efforts en matière de l'implantation de la décentralisation. Le Sénégal a aussi passé l'acte 3 de la décentralisation. Et donc, c'est une combinaison entre la mise en place de systèmes pour accompagner le développement des villes et la décentralisation graduelle des recettes. Il y a aussi plusieurs modèles qui commencent à émerger du continent en matière de gestion, en matière de résolution des problèmes principaux. Donc, par exemple, lorsqu'on regarde la ville de Kampala,
En Ouganda, on regarde la gestion donc sous la forme du Kampala Capital City Authority, une gestion professionnalisée de la ville, une prestation de services, un investissement en matière d'attirer donc le secteur privé dans la prestation des services, d'attirer les investissements, une gestion à base de résultats, une concentration sur la génération de ressources économiques pour la ville. Donc la ville, on travaille, on appuie la ville techniquement depuis des années et sur une période de 3 années, on a travaillé sur la question de la mobilisation des recettes propres. Les recettes propres de la ville ont augmenté en moyenne de 84% par année sur l'espace de 3 années consécutives, ce qui a permis à la ville aussi d'augmenter sa capacité d'endettement. En même temps, on a travaillé avec la ville pour renforcer donc leur gestion financière d'une forme compréhensive et la ville a obtenu récemment un credit rating positif qui lui permettra donc de pouvoir se préparer pour émettre donc des obligations pour pouvoir mobiliser plus de recettes. Donc ça, c'est l'exemple de gestion nouvelle dans les villes africaines qui envoie des signaux très positifs. Il y a, par exemple, une ville comme la ville de Kigali, et je sais que c'est une ville que tu vas vouloir qu'on aborde et qu'on discute un peu plus en profondeur, mais ça, au plan national, donc la mise en place d'un système d'enregistrement foncier compréhensif a permis donc d'établir une base pour permettre les transactions et la fluidité du marché foncier qui sert à la base donc du développement de cette ville. On voit certains pays, par exemple comme le Kenya, qui a passé une politique de dévolution très importante qui a dévolué donc les compétences aux counties, donc aux provinces, et en même temps qui a dévolué des recettes très importantes aux provinces, et on est en train de travailler avec eux pour renforcer la capacité de gestion donc, des villes au Kenya. Donc il y a plusieurs modèles qui sont en train d'émerger de gestion, de décentralisation, donc gestion professionnalisée des villes, de résolution des problèmes intractables des villes, comme par exemple le foncier en particulier, et de politique nationale pour renforcer, amorcer la décentralisation, ainsi qu'une adhérence beaucoup plus, disons, développée pour la gestion à base de résultats qu'on est en train donc d'accompagner dans plusieurs villes africaines. Mais alors, le modèle de Kigali, on comprend, hein, vous avez cité Singapour, nous ici on peut citer la Suisse aussi, puisqu'on est un petit pays. Est-ce que ce modèle, entre guillemets, de petits États, est-ce qu'il est reproductible? Est-ce que finalement le modèle Kigali est soluble dans Kinshasa ou le Caire ou Lagos? Et il faudra commencer. Je comprends bien que Lagos, le Caire et Kinshasa, des villes de 20 à 30 millions de personnes, résoudre les problèmes du foncier seront beaucoup plus difficiles. Dans les mégalopoles où on a travaillé, qu'on a accompagné avec la Banque mondiale, au fait, on a implanter une nouvelle stratégie donc d'intervention avec les mégalopoles qu'on est en train d'utiliser en ce moment, surtout en Asie du Sud, donc avec des villes comme Karachi, Dhaka, etc. Et c'est donc c'est faire un diagnostic rapide donc des défis principaux auxquels fait face la ville et implanter immédiatement un projet d'intervention rapide, donc où il y a une minimisation donc, du recasement des populations, une minimisation de l'impact environnemental, mais des projets d'intervention rapide qui ont un impact visible sur les populations. Donc en matière de gestion de trafic, en matière d'amélioration d'espaces publics, d'implantation d'équipements publics importants, mais le genre d'intervention qui rassure les populations qu'il y a donc une énergie qui se développe dans les villes.
Donc un nouveau mouvement vers le renforcement des services et de la capacité de gestion, alors qu'on est en train de travailler avec la ville pour mettre en place les politiques des réformes des défis structurels. Donc la fragmentation institutionnelle en matière de la planification, la gestion métropolitaine, la gestion des déchets, ce genre de défis que tu ne peux pas aborder dès le premier jour dans une ville de la taille de Lagos, de la taille du Caire. Mais en commençant avec certaines interventions qui renforcent donc la volonté, qui montrent aux populations qu'il y a une intervention qui est en train d'arriver, donc ça crée donc le buy-in des populations pour permettre d'accompagner l'implantation ou l'abordage des défis beaucoup plus compliqués. Donc je crois que ça c'est une approche qu'on a utilisée dans les villes. Donc c'est pas forcément les défis sont les mêmes. Donc le défi les problèmes fonciers, les distorsions qui affectent le marché foncier, le marché du logement, le manque de connectivité, d'intégration entre les modes d'usage du sol et les systèmes de transport. Tout ce genre de défis seront les mêmes que ce soit de grandes villes, de petites villes. Mais comment les aborder sera un peu différent. Alors que vous pouvez aborder une ville comme Kigali d'une manière compréhensive, avec la volonté publique, ce genre d'intervention dans une ville de taille de 20 et 30 millions est beaucoup plus difficile et donc il faudra un peu des interventions plus chirurgicales alors qu'on est en train de préparer les politiques d'intervention sur les défis structurels.